Alain Delon est mort seul, entouré de ses 3 enfants et de son chien, dans une propriété transformée en champ de bataille juridique que la France a préféré ne pas regarder en face. Nous avons passé plusieurs semaines à reconstituer chaque acte notarié, chaque plainte, chaque décision de justice qui a jalonné les 5 dernières années de sa vie, plus de 20 dates officielles, 7 procédures judiciaires distinctes, pour comprendre ce qui s'est vraiment passé derrière l'image du monstre sacré du cinéma français. On vous a raconté une fin paisible, un grand-père entouré des siens, un chien fidèle couché près du lit. Mais l'acte de décès n'était que la dernière image d'un homme dont la signature avait déjà été contestée, dont le discernement avait déjà été jugé aboli par des médecins, et dont la maison venait d'être vidée de 72 armes à feu par les gendarmes 8 mois plus tôt. Aujourd'hui, l'héritage de cet homme est évalué à un minimum de 50 millions d'euros, selon les chiffres avancés par le Dauphiné en septembre 2025, et cette fortune fait toujours l'objet d'un procès qui n'est même pas terminé. Un de ses enfants a fini par demander l'annulation pure et simple des documents que son propre père avait signés, en affirmant qu'il n'était déjà plus lui-même au moment de les parapher. Et il y a un lieu dans cette histoire, un endroit précis où tout ce que Delon avait construit pour contrôler son image, jusque dans la mort, s'est effondré en une matinée, quand des enquêteurs sont entrés chez lui pour ce qu'ils allaient y trouver. Le 30 août 2024, 12 jours après la mort d'Alain Delon, un notaire envoie à ses 3 enfants une enveloppe contenant son testament. Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon l'ouvrent presque en même temps, chacun de son côté, sans savoir que ce document allait rallumer une guerre qui couvait depuis des années. Ce n'est pas le début de cette histoire, c'est son point de bascule visible, le moment où le public découvre enfin ce que la famille savait déjà depuis longtemps, que la succession du dernier grand acteur mythique du cinéma français ne se réglerait pas dans le calme. Pour comprendre pourquoi cette enveloppe contenait autant de dynamite, il faut remonter 5 ans en arrière, à l'instant précis où le corps de cet homme a commencé à le trahir. Comment un homme qui avait passé sa vie entière à maîtriser chaque image de lui-même a-t-il pu perdre le contrôle de la toute dernière, celle de sa propre fin? Alain-Fabien Maurice Marcel Delon, né le 8 novembre 1935 à Sceaux. Il devient, dès la fin des années 1950, l'incarnation d'un certain cinéma français. Beauté froide, silence habité, violence contenue. Le tueur solitaire du samouraï en 1967. L'arriviste sans scrupules de Plein Soleil en 1960. L'amant dangereux de la piscine en 1969. Le prince fatigué du guépard en 1963. Ce n'est pas un hasard si ces rôles se ressemblent. Delon a construit sa légende sur une seule idée, un homme qui contrôle tout, y compris sa propre solitude. Selon le portrait dressé par Le Monde, il parlait depuis des années de sa propre mort, expliquant qu'il préparait son testament avec un soin presque obsessionnel, comme s'il voulait rester maître de la dernière scène. Cette obsession du contrôle n'est pas sortie de nulle part. Delon a toujours raconté une enfance fracturée, des parents séparés très tôt, des pensionnats, un service militaire tumultueux qui l'a mené jusqu'en Indochine, où il connaît même la prison militaire. Il en a tiré, selon ses propres mots répétés dans de nombreux entretiens, une méfiance de fond et une conviction, ne compter que sur soi-même. Le portrait que dresse Le Monde de cet homme évoque un mélange de fierté, de narcissisme assumé et d'une terreur sourde du déclin, cette peur de perdre prise sur son image qui semble avoir gouverné une grande partie de ses choix tardifs. Le même journal est allé plus loin dans son analyse du père qu'il fut pour ses fils. Son ego, aussi immense qu'incertain, l'aurait poussé à voir en eux des rivaux en puissance qu'il fallait écraser dans l'œuf. Ce n'est pas une formule gratuite. Ces 2 garçons ont, l'un et l'autre, connu à l'âge adulte des démêlés avec la drogue, les armes ou la justice, sous l'ombre d'un père qui ne supportait pas qu'il existe un second Delon. Politiquement, Delon assume des positions marquées à droite, parfois proches de l'extrême droite, un aspect de sa personnalité publique que Le Monde documente sans détour.
Il y a pourtant un fils que Delon n'a jamais laissé entrer, même dans le rôle de rival. En 1962, la chanteuse et actrice allemande Nico, muse du Velvet Underground, met au monde un garçon, Christian Aaron Päffgen, qu'elle présentera toute sa vie comme le fils de Delon. Lui le niera tout aussi obstinément, jusqu'à lui dire, selon les mots que l'enfant devenu adulte rapportera lui-même, « Tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes cheveux, tu ne seras jamais mon fils. » L'enfant, confié à la propre mère de Delon, puis adopté sous le nom de Christian Aaron Boulogne, tentera 2 fois, en 2001 puis en 2019, d'obtenir en justice une reconnaissance de paternité. 2 fois, il échouera. Sombré dans l'addiction après la mort de Nico en 1988, Harry Boulogne, comme on le surnommait, meurt à Paris en mai 2023, à 60 ans, quelques semaines à peine avant que la guerre entre les 3 enfants officiellement reconnus n'éclate au grand jour. Un 4e fils, jamais nommé, jamais résolu, mort dans l'anonymat pendant que le nom Delon se préparait déjà, en coulisses, à devenir un champ de bataille. Voilà, avant même l'AVC, avant même les testaments, le premier visage de cette solitude que la France n'a pas voulu voir, celle d'un homme qui avait le pouvoir de reconnaître un fils et qui a préféré, jusqu'au bout, ne rien reconnaître du tout. En 2015, il rédige un testament qui deviendra plus tard le socle non contesté de toute cette affaire. 50% de sa fortune pour Anouchka, sa fille, 25% chacun pour ses fils Anthony et Alain Fabien. À l'époque, personne n'y voit matière à polémique. C'est un partage classique, favorisant légèrement la benjamine, mais sans rien de choquant. Delon vit alors entre Paris et sa propriété de Douchy-Montcorbon, dans le Loiret, une demeure qu'il a transformée en retraite fortifiée, entourée d'animaux, avec un cercle de proches réduit au minimum. En mai 2019, quelques semaines avant l'accident qui va tout faire basculer, Delon remonte les marches de Cannes pour y recevoir une palme d'or d'honneur. Il pleure sur scène, remercie le public et lâche une phrase qui, rétrospectivement, sonne comme un aveu prémonitoire. C'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. Dans la salle, peu de gens savent qu'un an plus tôt, Mireille d'Arc, sa compagne pendant 15 ans et l'une des rares personnes à l'avoir vraiment connue, avait confié à l'AFP. Alain est dans une solitude profonde, choisi, dans un autre monde, dans le passé, avec des êtres qu'il a aimés très fort. Son mal-être a toujours été présent. Ce n'est pas la solitude d'un vieil homme abandonné. C'est celle, plus rare et plus difficile à raconter, d'un homme entouré de tous, et qui n'a jamais vraiment laissé personne entrer. Puis vient juillet 2019. Alain Delon est victime d'un accident vasculaire cérébral. Il est hospitalisé à la clinique de Genolier, en Suisse, l'un des établissements les plus réputés d'Europe pour ce type de prise en charge. Ce que le grand public ignore alors, c'est qu'en septembre de cette même année, une expertise psychiatrique est réalisée et que ses conclusions resteront confidentielles pendant des années. Le rapport évoque des troubles cognitifs, des difficultés touchant la mémoire, la concentration et la compréhension. Ce document, aujourd'hui documenté, va devenir la pièce la plus explosive de toute cette histoire. Mais en 2019, il dort dans un dossier médical, loin des projecteurs. Entre 2019 et 2022, Delon continue de faire l'objet d'évaluations cognitives régulières dans une clinique suisse. 5 tests au total, selon ce que rendra public Anthony bien plus tard, et Delon, dira-t-il, ne les aurait tous réussi aucun. Et c'est précisément là que surgit la première fracture invisible de cette histoire. Anthony accusera, bien plus tard, sa sœur Anouchka d'avoir eu connaissance de ces résultats sans les partager avec le reste de la famille. Rien de tout cela n'est encore public. Personne, à ce stade, ne se doute qu'un homme, dont l'image reste celle d'un félin impassible et maître de lui-même, vient de basculer, en silence, dans une zone grise où sa capacité de jugement fait déjà l'objet d'un doute documenté, 5 fois répété, 5 fois confirmé. La question qui va hanter tout le reste de cette histoire commence à se poser, sans qu'aucun juge, aucun journaliste, aucun enfant
ne la formule encore à voix haute. Qu'est-ce qu'un homme dans l'état de Delon peut encore signer? Et que vaut sa signature? Cette question, personne ne la pose en 2022. Mais 2 signatures, à 3 mois d'intervalle, vont bientôt y répondre à sa place, sans qu'aucun de ses 3 enfants ne le sache encore. 3 ans après son accident vasculaire cérébral, alors que ce rapport de 2019 sur ses troubles cognitifs dort toujours dans un dossier médical, Alain Delon pose sa signature sur 2 documents qui vont, en silence, redistribuer tout le pouvoir sur son héritage. Genève, le 24 novembre 2022. Il est un peu plus de 15 heures dans l'étude d'un notaire du bord du lac. Alain Delon, 87 ans, est arrivé en fauteuil roulant, accompagné de sa fille. Le trajet depuis Douchy a duré près de 4 heures. Le notaire a préparé le document sur la table, un stylo posé juste à côté, capuchon retiré. Il relit à voix haute, lentement, chaque clause. La répartition financière reste identique à celle de 2015. Personne ne touche à cela. Puis vient l'ajout, une phrase technique, sèche, presque anodine à l'oral. Anouchka Delon est désignée seule et unique légataire du droit moral attaché au Guépard, l'œuvre à laquelle l'acteur tenait le plus, celle du prince fatigué de Visconti qu'il avait lui-même incarné 60 ans plus tôt. Delon écoute, le regard fixé sur la fenêtre, sur le lac qu'on aperçoit au loin. Il ne pose aucune question. Sa main, quand elle attrape le stylo, tremble légèrement, un tremblement que le notaire, ce jour-là, ne consigne nulle part. Il signe. Le trait est plus court, plus hésitant que sur les documents des années précédentes, mais personne dans la pièce ne le fait remarquer. Le notaire range le document, propose un café que Delon refuse d'un geste de la main. 20 minutes plus tard, la voiture reprend la route de Douchy. Ce jour-là, à quelques centaines de kilomètres, Anthony et Alain Fabien ne savent rien. Ils dînent, travaillent, vivent leur vie ordinaire, sans savoir qu'à Genève, dans le bureau d'un notaire, une partie de leur héritage symbolique vient de changer de main pour toujours. 3 mois plus tard, le 22 février 2023, un second acte vient renforcer ce basculement. Delon signe une donation qui transfère à Anouchka 51% des parts de la société Hadid, Alain Delon International Distribution, la structure qui gère commercialement son nom, son image, sa marque. Avec cette donation, Anouchka détient non seulement le droit moral sur l'œuvre la plus personnelle de son père, mais aussi le contrôle majoritaire de l'entreprise qui en tire profit. Ce ne sont pas des broutilles administratives. C'est, en 2 signatures espacées de 3 mois, la concentration de la totalité du pouvoir symbolique et économique sur l'héritage Delon entre les mains d'une seule de ses 3 enfants. Ce qui rend ce moment particulièrement lourd, c'est le silence qui l'entoure. Ces 2 actes sont signés en Suisse, hors du regard de la justice française, chez des notaires genevois, loin des radars médiatiques. Anthony et Alain Fabien n'en ont, à ce moment-là, aucune connaissance publique, aucune réaction, aucune contestation, rien ne filtre. Le mécanisme est presque invisible. Sur le papier, les parts de l'héritage matériel restent identiques à celles de 2015. Mais la vraie richesse de Delon, ce n'est pas seulement l'argent, c'est son nom, son image, sa mémoire, tout ce qui continuera à générer de la valeur bien après sa mort. Et cette richesse-là vient de basculer entièrement du côté d'Anouchka, pendant que son père porte encore, sans que personne autour de la table n'en parle, les séquelles documentées d'un rapport psychiatrique vieux de 3 ans à peine. Anouchka Delon, à cette période, partage sa vie entre la Suisse et la France. Décrite par plusieurs médias comme la fille préférée, elle s'implique de plus en plus dans la gestion quotidienne des affaires de son père, ses rendez-vous médicaux, ses finances, ses décisions. C'est une proximité qui peut se lire de 2 façons totalement opposées. Celle d'une fille dévouée qui prend soin d'un père vieillissant, ou celle d'une héritière qui consolide méthodiquement une position de pouvoir pendant que les portes se ferment autour de lui. Les 2 lectures vont cohabiter, s'affronter, se déchirer dans les mois qui suivent. Ce que personne ne sait encore,
ni le public, ni même peut-être Anthony et Alain Fabien à cette date précise, c'est que ces deux documents de 2022 et 2023 vont devenir, presque 3 ans plus tard, la cible exacte d'une procédure judiciaire lancée par le plus jeune des fils Delon. Une procédure qui remettra en question la validité même de ces signatures, en s'appuyant très précisément sur ce rapport psychiatrique de septembre 2019 que personne n'évoquait alors. Mais nous n'en sommes pas encore là. En 2023, l'architecture est en place, silencieuse, verrouillée. Les enfants ne savent pas encore ce qui a été signé contre eux. Ce qu'ils savent, en revanche, c'est que quelque chose ne va plus du tout chez leur père, et que quelqu'un, dans son entourage le plus proche, commence à leur sembler beaucoup trop présent. Cet été-là, quelqu'un dans l'entourage de Delon devient le premier visage public d'une guerre qui, jusque-là, restait confinée aux dossiers médicaux et aux actes notariés genevois. Le 3 juillet 2023, Anthony Delon dépose une plainte à Paris contre Hiromi Rollin, la compagne de son père, une japonaise de 66 ans que la presse décrit tantôt comme dame de compagnie, tantôt comme gouvernante, tantôt comme partenaire. Cette ambiguïté même sur son statut réel dit quelque chose de l'opacité qui règne alors autour de la vie quotidienne de Delon. La plainte d'Anthony vise large: harcèlement moral, violence sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et acte de cruauté envers un animal, en l'occurrence Loubo, le chien de l'acteur. 2 jours plus tard, le 5 juillet 2023, la démarche prend une tournure plus lourde encore. Les 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, déposent cette fois une plainte collective auprès du parquet de Montargis, toujours contre Rollin, pour harcèlement moral, détournement de correspondance et maltraitance animale. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, les 3 enfants Delon sont unis. Ils forment un front commun contre une même personne. Cette unité, on le sait maintenant, ne durera que quelques mois. Le 6 juillet, le parquet de Montargis ouvre une enquête préliminaire visant Hiromi Rollin, notamment pour harcèlement moral. L'affaire devient officiellement judiciaire. C'est dans le cadre de cette même enquête qu'émerge l'un des détails les plus bouleversants de toute cette histoire. Cet été-là, un médecin généraliste du Loiret se rend à Douchy pour ausculter l'acteur dans le cadre de la procédure. Selon le procès-verbal révélé plus tard par Le Parisien, Delon n'est pas parvenu à se lever seul de sa chaise. Face au médecin, sans mise en scène, sans le filtre d'un attaché de presse ou d'un avocat, l'homme qui avait passé sa carrière à incarner la maîtrise absolue de lui-même prononce une phrase brute: « Je veux mourir, la vie est finie ». Le médecin conclura à un état d'épuisement physique et psychique, avec un risque suicidaire majeur. Ce n'est pas un texto égaré dans un dossier. C'est un aveu arraché à un homme de 87 ans, dans sa propre maison, devant un inconnu venu constater son état pour la justice. Ce même jour, Delon évoquera aussi, avec une lucidité par instants intacte, sa relation avec Hiromi Rollin. Ils s'étaient rencontrés 30 ans plus tôt, dira-t-il. Elle avait d'abord été son assistante réalisatrice avant de devenir plus intime. Les enquêteurs, eux, ne relèveront aucune trace de violence ni de préjudice matériel à son encontre. L'homme qui se dit prêt à mourir dans la même phrase où il évoque encore avec tendresse 30 années de sa vie, c'est cette contradiction, plus que n'importe quelle accusation, qui va hanter le reste de l'enquête. Mais l'histoire ne s'arrête pas à ce cri. Le 28 juillet 2023, Hiromi Rollin riposte. Elle dépose à son tour plainte contre les 3 enfants Delon pour violence en réunion ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 8 jours, dénonciation calomnieuse et vol. En l'espace de 3 semaines, l'affaire s'est totalement retournée. Ceux qui accusaient se retrouvent eux-mêmes accusés. Des témoins cités dans l'enquête décrivent le comportement de Rollin comme directif, presque autoritaire dans sa gestion du quotidien de Delon. Mais rien, à ce stade, ne permet de trancher qui, dans cette maison de Douchy-Montcorbon, exerçait un contrôle sur qui. En octobre 2023, une expertise médicale complémentaire est réalisée sur Alain Delon. Ses conclusions sont sans appel. Son discernement est jugé totalement aboli. Le rapport
rédigé par un médecin généraliste du Loiret, va plus loin encore. Depuis 2021, la dégradation de sa santé se serait nettement accélérée. Et depuis une lourde chute à l'été 2023, les médecins lui ont diagnostiqué un lymphome. L'acteur, qui avait marché avec une canne, puis un déambulateur, se déplace désormais uniquement en fauteuil roulant, sous assistance quotidienne, pour ses besoins vitaux. Ce n'est plus une suspicion, ni un doute distillé dans un rapport confidentiel de 2019. C'est une conclusion médicale formelle, datée, qui va devenir le socle de toutes les décisions de justice à venir. Pourtant, cette expertise reste, à cette date, largement ignorée du grand public. Elle circule dans les dossiers judiciaires, entre les mains des enquêteurs et des avocats, pendant que la presse continue de se concentrer sur la bataille Rolin contre les enfants. Le 7 novembre 2023, Anthony dépose une main courante contre sa propre sœur, Anouchka, exprimant son inquiétude sur la gestion de la santé et des affaires de leur père. C'est la première fissure publique, minime, presque administrative, entre les enfants Delon eux-mêmes. Jusque-là, unis contre Rolin, ils commencent à se regarder différemment. Le 22 décembre 2023, cette fissure devient une rupture ouverte. Alain Fabien dépose à son tour une plainte contre Anouchka, cette fois pour abus de faiblesse. Le Front commun de juillet a explosé en moins de 6 mois. Ce ne sont plus 2 camps, les enfants contre Rolin, mais 3 lignes de fractures distinctes. Anthony contre Rolin, Alain Fabien contre Anouchka et Rolin contre les 3 enfants. L'enquête, à ce stade, couvre un éventail presque vertigineux d'accusations. Violence, harcèlement, abus de faiblesse, maltraitance animale, détournement de correspondance. C'est une liste maximale, presque totale, de tout ce qu'une famille peut se reprocher mutuellement autour d'un patriarche vieillissant, malade et fragilisé. Et pourtant, au cœur de cette avalanche d'accusations croisées, une question demeure sans réponse. Qu'en pense, ou qu'en sait, l'homme au centre de tout cela? Alain Delon, dont le discernement vient d'être qualifié de totalement aboli par des médecins, n'a, à aucun moment de cet automne 2023, la possibilité de s'exprimer publiquement sur ce qui se joue en son nom. Le procureur de Montargis, Jean-Cédric Gault, doit désormais trancher dans ce dossier tentaculaire, où personne, ni Rolin, ni les enfants, ne semble détenir une vérité claire. Sa décision, attendue pour le début de l'année suivante, ne satisfera, on le sait déjà, absolument personne. Le 4 janvier 2024, Jean-Cédric Gault rend sa décision, et elle tombe comme un couperet inattendu. Toutes les plaintes, celles des enfants contre Hiromi Rolin, comme celles de Rolin contre les enfants, sont classées sans suite. Le procureur est explicite. Aucune infraction suffisamment caractérisée n'a pu être établie. Aucune violence contre Delon n'est prouvée. Aucune cruauté envers le chien Loubeau n'est démontrée. Aucun élément matériel ne vient étayer l'abus de faiblesse ou le détournement de correspondance. Après 6 mois d'enquête, de plaintes croisées, de témoignages contradictoires, la justice ne désigne aucun coupable. Le même jour, à quelques heures d'intervalle seulement, Paris Match publie un entretien avec Anthony Delon. Il y révèle publiquement l'existence de sa main courante du 7 novembre 2023 et met directement en cause la gestion par sa sœur de la santé et des finances de leur père. L'ironie est presque vertigineuse. Au moment précis où la justice ferme un dossier faute de preuves, l'un des fils Delon ouvre un second front, cette fois devant l'opinion publique. La preuve, désormais, ne se cherche plus dans les tribunaux. Elle se cherche dans les colonnes des magazines. 5 jours plus tard, le 9 janvier 2024, Alain Fabien confirme publiquement sur BFM TV avoir déposé plainte contre Anouchka pour abus de faiblesse. Une nouvelle enquête préliminaire s'ouvre. Puis, le 11 janvier, l'avocat de Delon, Christophe Ayella, transmet au procureur de Montargis un signalement pour mise en danger, une démarche d'urgence destinée à alerter la justice sur l'état de vulnérabilité de son client. En l'espace d'une semaine, ce qui n'était qu'un classement sans suite s'est transformé en escalade judiciaire, avec 2 procédures parallèles et un signal d'alarme officiel.
Et c'est ici que surgit la contradiction la plus troublante de toute cette affaire. Ayala déclare publiquement, dans les colonnes du Parisien, que le médecin ayant établi l'incapacité de Delon a probablement eu un mauvais jour et insiste sur le fait que son client reste, selon ses mots, parfaitement sain d'esprit. Cette déclaration entre en collision frontale avec l'expertise médicale d'octobre 2023, celle qui concluait à un discernement totalement aboli chez un homme déjà atteint d'un lymphome et cloué en fauteuil roulant. D'un côté, l'avocat de Delon défend publiquement la lucidité de son client. De l'autre, un document médical officiel, déjà versé au dossier, affirme l'exact contraire. Anthony, de son côté, accuse Anouchka de vouloir faire transférer leur père en Suisse pour, selon lui, échapper à une fiscalité successorale plus lourde en France. Personne, à ce stade, ne détient une version incontestée des faits. Mi-janvier 2024, le tribunal ordonne la désignation d'un médecin expert chargé d'évaluer formellement l'état de Delon. C'est un pivot silencieux mais décisif. La question n'est plus de savoir qui a raison entre les enfants, ni qui a maltraité qui. La question devient purement institutionnelle. Cet homme est-il encore en mesure de gérer sa propre vie? Le classement sans suite du 4 janvier devait clore un chapitre. Il en ouvre un autre, bien plus vaste, où ce n'est plus la culpabilité de tel ou tel protagoniste qui est en jeu, mais le contrôle même du corps, des biens et de la voix d'un homme de 88 ans que tout le monde, dans cette famille, prétend vouloir protéger et que personne, en réalité, ne laisse parler. Ce basculement, de la culpabilité vers le contrôle, va se jouer très vite, dans les tout prochains jours, derrière les grilles même de Douchy-Montcorbon. Le 25 janvier 2024, à peine 2 semaines après le classement sans suite, un juge des contentieux de la protection place Alain Delon sous sauvegarde de justice. Un mandataire judiciaire est nommé pour superviser son suivi médical. Ce n'est plus une supposition, ni une déclaration d'avocat, ni une accusation d'enfant. C'est une décision de justice, froide et actée. L'État français reconnaît officiellement que cet homme ne peut plus gérer seul certains aspects de sa vie. Un mois plus tard, le matin du 22 février 2024, des enquêteurs se présentent devant les grilles de la propriété de Douchy-Montcorbon. C'est cette même maison que la presse décrivait, des années plus tôt, comme la retraite fortifiée d'un homme qui avait choisi la solitude et le contrôle total de son territoire, entouré d'animaux et d'un cercle réduit au minimum. Ce matin-là, la perquisition découle directement de la sauvegarde de justice prononcée 4 semaines plus tôt. Le mandataire, en visite de routine, avait remarqué une arme et en avait immédiatement informé le juge. L'État intervient désormais dans l'espace privé d'un homme qui avait bâti toute sa vie sur le refus d'être manœuvré. Ce n'est pas la première fois qu'une arme de Delon fait des dégâts. En 2011 déjà, lors d'une fête organisée par son fils Alain Fabien, dans son appartement de Genève, un vieux pistolet appartenant à l'acteur s'était accidentellement déchargé, blessant grièvement une adolescente espagnole. L'épisode avait été étouffé, classé comme un fait divers isolé. 13 ans plus tard, ce n'est plus un accident isolé que les gendarmes découvrent, mais un système entier. Les gendarmes avancent pièce par pièce. Dans les armoires, dans une cave, dans des espaces que personne à l'extérieur n'avait jamais vus, ils inventoriaient 72 armes à feu, des catégories A et B, plus de 3000 munitions et un stand de tir aménagé dans le jardin. Aucune de ces armes n'est déclarée, aucune autorisation ne les couvre. Ce que la perquisition met au jour dépasse largement l'anecdote. Ce n'est pas la maison de retraite paisible que l'on imaginait, mais un arsenal dissimulé depuis des années, détenu par un homme dont la propre famille venait, quelques semaines plus tôt, de dire à un juge qu'il n'était plus en état de gérer ses propres affaires. La découverte ouvre une procédure pénale distincte pour détention illicite d'armes, un second front judiciaire qui vient s'ajouter à la guerre de tutelle et à la guerre de succession déjà en cours. 5 mois plus tard, le 26 juillet 2024, le procureur de Montargis classe cette procédure sans suite à son tour
expliquant qu'il est impossible d'entendre Delon compte tenu de sa vulnérabilité. Les armes saisies sont ordonnées à la destruction, un effacement irréversible, presque symbolique, comme si la loi elle-même reculait devant l'homme qu'elle venait de déclarer incapable. La maison qui incarnait autrefois la maîtrise totale de son image devient, pour l'histoire judiciaire, un simple inventaire de scènes de crime, 3 semaines à peine avant que cette même maison ne redevienne, aux yeux du public, l'image d'un foyer familial paisible. Le 4 avril 2024, à la demande de ses 3 enfants eux-mêmes, la sauvegarde de justice est convertie en curatelle renforcée, pour une durée de 5 ans. Cette mesure couvre désormais à la fois sa personne et son patrimoine. Un curateur gère ses comptes bancaires, ses dépenses courantes, ses décisions médicales. Alain Delon, l'homme qui avait passé sa vie à choisir chaque image de lui-même, ne peut plus, légalement, décider seul de rien. Et c'est précisément là que la contradiction publique atteint son point culminant. Christophe Ayala continue d'affirmer devant la presse que son client reste parfaitement lucide, au moment même où ses propres enfants demandent et obtiennent le régime de protection le plus strict qui existe en droit français. Entre-temps, le 29 mars 2024, Anouchka engage une action en justice contre Anthony et Alain Fabien pour atteinte à la vie privée, après la diffusion d'un enregistrement audio d'une conversation entre elle et leur père. Le procès est d'abord fixé à avril 2025. La maison de Douchy-Montcorbon, jadis symbole de solitude choisie, n'est plus qu'un dossier. Curatelle, Arsenal, lymphome, plainte pour vie privée, tout s'empile sur la même adresse, tout converge vers le même homme, réduit désormais à une série de mesures administratives qu'il n'a plus le pouvoir de contester. Il ne lui reste que quelques mois à vivre sous ce régime qu'il n'a jamais choisi. Le 18 août 2024, Alain Delon meurt à Douchy-Montcorbon, à l'âge de 88 ans. Les proches parlent d'une fin sereine, entouré de ses 3 enfants et de son chien Loubo. C'est l'image que la presse retient immédiatement, celle qui circule en boucle le soir même sur toutes les chaînes. Le monstre sacré du cinéma français s'éteint paisiblement, en famille, dans sa maison. Mais cette image, aussi vraie soit-elle dans l'instant, masque ce que furent réellement ces derniers mois. 8 mois à peine avant cette scène silencieuse, un tribunal l'avait placé sous curatelle renforcée pour 5 ans, une mesure qu'il n'aura vécue que 8 mois. 3 semaines avant sa mort, le 26 juillet, l'affaire des armes venait tout juste de se refermer, sans qu'il ait jamais pu s'exprimer sur ce qu'on avait trouvé chez lui. Le procès pour atteinte à la vie privée, lui, restait toujours pendant. Rongé par un lymphome qu'il n'avait jamais évoqué publiquement, incapable de se lever seul depuis 1 an, cet homme qui avait passé sa vie entière à choisir chaque cadrage, chaque lumière, chaque silence à l'écran, s'est éteint sans jamais avoir eu l'occasion de dire, lui-même et publiquement, ce qu'il pensait de tout ce qui s'était joué en son nom. La tendresse de la scène finale, les 3 enfants réunis, le chien couché près de lui, coexistent avec ce fait brut. Un homme légalement privé de sa propre voix, depuis 7 mois, venait de mourir en silence. 3 exécuteurs testamentaires sont désignés pour appliquer ses dernières volontés. Parmi eux, son avocat, Christophe Ayala. Le 30 août 2024, 12 jours après sa mort, le notaire envoie enfin le testament aux 3 enfants, cette enveloppe par laquelle nous avons commencé cette histoire. Ce document contient les 2 couches que nous connaissons déjà, la répartition inchangée depuis 2015, 50% pour Anouchka, 25% pour chacun des fils, et la couche invisible ajoutée en 2022 et 2023, le droit moral sur le guépard et le contrôle majoritaire d'Adid, tous 2 verrouillés au nom d'Anouchka. Les enfants, dira-t-on plus tard, semblent dans un premier temps accepter cette répartition. Mais cette paix apparente, on le sait déjà, ne tiendra pas 1 an, et c'est un tribunal parisien qui va le prouver le premier. En avril 2025, le procès qui devait enfin trancher la question de l'enregistrement diffusé par Anthony et Alain Fabien contre leur sœur s'ouvre au tribunal de Paris. L'audience est brève, presque opaque, et débouche sur un report pur et simple à une date lointaine,
le 17 mars 2026. Aucune explication publique satisfaisante n'accompagne ce report. Le dossier qui aurait dû clore l'un des chapitres les plus intimes de cette guerre familiale reste, lui aussi, suspendu. Puis vient l'été 2025, et avec lui, la révélation qui referme entièrement la boucle ouverte au tout début de cette histoire. Le 29 août 2025, Alain Fabien Delon, 31 ans, fait signifier par huissier une assignation à sa sœur Anouchka, 34 ans, et à son frère Anthony, 60 ans. L'objet de cette procédure, l'annulation pure et simple du testament du 24 novembre 2022 et de la donation du 22 février 2023, ces deux actes signés à Genève, qui avaient transféré à Anouchka le contrôle exclusif du droit moral sur le Guépard et la majorité des parts d'Adid. L'argument d'Alain Fabien est d'une précision chirurgicale. Il affirme que leur père ne disposait déjà plus du discernement nécessaire pour signer ces documents, et pour l'étayer, il s'appuie très exactement sur cette expertise psychiatrique de septembre 2019, celle qui évoquait des troubles cognitifs touchant la mémoire, la concentration et la compréhension. Ce rapport restait enfermé dans un dossier médical pendant 6 ans, ignoré de tous au moment même où Anouchka recevait, en toute discrétion, les clés de l'héritage symbolique de leur père. L'ironie de cette dernière bataille est totale. L'architecture construite en silence, en 2022 et 2023, celle qui semblait avoir verrouillé pour toujours le contrôle de l'image et de la mémoire d'Alain Delon entre les mains d'une seule héritière, devient précisément la cible de la procédure qui, 3 ans plus tard, menace de tout faire s'effondrer. La question que personne n'osait poser à voix haute pendant l'automne 2022, celle du discernement d'un homme déjà fragilisé par un accident vasculaire cérébral, 5 tests cognitifs jamais réussis et des années d'évaluation, revient frapper de plein fouet le seul édifice qu'elle aurait dû empêcher de se construire. Selon les chiffres avancés par le Dauphiné en septembre 2025, l'héritage total de Delon est évalué à un minimum de 50 millions d'euros. Mais ce n'est pas cet argent qui est réellement en jeu dans cette procédure. Les parts financières, elles, n'ont jamais été contestées depuis 2015. Ce qui se joue ici, c'est le droit moral, le contrôle de l'image, de la mémoire, du nom Delon lui-même, tout ce qui continuera à générer de la valeur et du sens bien après que la dernière pièce de cet héritage aura été distribuée. Aujourd'hui, l'affaire Hiromi Rollin est close. Rollin elle-même totalement mise hors de cause par le classement du 4 janvier 2024. L'affaire des armes est close. Les 72 fusils détruits sur ordre du procureur de Montargis. La curatelle a pris fin avec la mort de Delon. Il ne reste que 2 fronts, et les 2 se règlent dans le même horizon temporel. Le procès pour atteinte à la vie privée, reporté au 17 mars 2026, et cette toute nouvelle action en nullité lancée par Alain Fabien, dont l'issue déterminera si le testament de 2022 et la donation de 2023 tiennent ou s'effondrent. L'image qui restera peut-être la plus juste de cette histoire n'est pas celle du félin impassible du samouraï, ni celle du patriarche entouré des siens à Douchy-Montcorbon. Ce n'est pas non plus celle d'un 4e fils, mort seul 2 ans plus tôt, sans avoir jamais obtenu le nom qu'il réclamait. C'est celle, plus discrète, d'un dossier judiciaire encore ouvert dans un tribunal parisien, avec une audience fixée pour mars 2026, où des avocats continueront de discuter de ce qu'un homme de 87 ans comprenait vraiment, un soir de novembre 2022, à Genève, quand on lui a tendu un stylo. Il existe une autre icône française, dont l'image publique connut la même bascule brutale, adorée pendant des décennies, avant que le pays qui l'avait portée au nu ne se détourne d'elle presque sans bruit, non pas par un verdict de tribunal, mais par l'usure silencieuse d'un regard collectif. Ce qui s'est joué dans cette autre histoire, entre l'icône que Paris a inventée et la femme que Paris a fini par oublier, n'a jamais été raconté avec cette précision. Regardez la suite dans Jane Birkin, la fille en or que Paris a adorée puis laissé tomber.